la drogue les plus dangereux du Mexique, pensaient pouvoir littéralement disparaître sous terre. Derrière des portes en acier et sous des couches de béton, ils ont construit des systèmes pour déjouer les forces de l'ordre et échapper à la justice. Mais lors d'une répression historique, 29 chefs de cartel ont été arrachés à leurs repères secrets et envoyés aux États-Unis, y compris le tristement célèbre Narco des Narcos, recherché pour la torture brutale et le meurtre d'un agent de la DEA. Alors, qu'est-ce qui a mal tourné? Comment ces soi-disant intouchables ont-ils été retrouvés? Rejoignez-nous pour découvrir ce qui est arrivé aux barons de la drogue mexicains qui ont tenté de se cacher de la loi dans des bunkers. Ils pensaient que se cacher dans des bunkers les garderait en sécurité. Ils avaient tort. La légende de Rafael Caro Quintero a commencé dans les rues ensanglantées du Mexique des années 90. Connu sous le nom de Narco des Narcos, il n'était pas simplement un autre baron de la drogue, il était une royauté dans la hiérarchie du monde souterrain. En tant que membre fondateur du cartel de Guadalajara, Quintero a créé le modèle des opérations modernes de trafic de drogue mexicaine, établissant les premières routes majeures qui inonderaient les rues américaines de cocaïne. En 1985, Quintero a commis le crime qui définirait son héritage. Lorsque l'agent de la DEA, Enrique Kiki Camarena, s'est approché trop près de l'exposition des opérations du cartel, Quintero a ordonné son enlèvement. Pendant 30 heures, Camarena a enduré une torture brutale. Son corps a ensuite été retrouvé enveloppé dans du plastique dans un ranch rural. Le meurtre a déclenché l'une des plus grandes enquêtes de la DEA de l'histoire et a marqué un tournant dans les relations entre les États-Unis et le Mexique. Quintero a passé des décennies derrière les barreaux pour ce crime. Puis est venu le rebondissement choquant. En 2013, un tribunal mexicain a annulé sa peine de 40 ans pour une question de procédure. Avant que les responsables américains ne puissent réagir, le roi de la drogue de 60 ans a été libéré et a disparu dans l'ombre. La liberté ne signifiait pas la retraite pour Quintero. Il est rapidement retourné à ce qu'il connaissait le mieux, le trafic de drogue. Sa réapparition a déclenché des guerres sanglantes pour le territoire dans l'État de Sonora, au nord du Mexique. Les corps s'entassaient alors que les hommes armés de Quintero combattaient des rivaux pour le contrôle des corridors de contrebande. Le FBI l'a placé sur sa liste des 10 criminels les plus recherchés avec une prime de 20 millions de dollars, l'une des plus élevées jamais offertes. La chasse à l'homme s'est terminée en juillet 2022. Les Marines mexicains ont traqué Quintero dans une zone couverte de broussailles près de San Simón, à Sinaloa. Il a été capturé caché parmi les buissons avec un chien de garde fidèle qui refusait de le quitter. Les autorités l'ont trouvé épuisé, ses vêtements déchirés, courant à travers les broussailles épineuses. Mais Quintero n'était pas le seul roi détrôné. La récente extradition massive comprenait Vicente Carrillo Fuentes, ancien chef du cartel de Juárez et frère du légendaire Amado Carrillo Fuentes, le seigneur des cieux. Amado a gagné son surnom en pionnier de l'utilisation d'avions privés pour transporter d'énormes cargaisons de cocaïne. Lorsqu'il est mort lors d'une chirurgie plastique ratée en 1997, Vicente a pris le contrôle, poursuivant l'héritage sanglant de son frère le long de la frontière d'El Paso. Parmi les extradés se trouvaient également les tristement célèbres frères Treviño Morales, Miguel, surnommé Z40, et Omar, connu sous le nom de Z42. Ces anciens dirigeants de Los Zetas ont commencé comme des déserteurs militaires d'élite, engagés comme exécuteurs avant de se séparer pour former leur propre cartel. Los Zetas ont réécrit les règles de la violence des cartels avec une précision militaire et une brutalité théâtrale. Les frères ont continué à diriger les opérations depuis leurs cellules, dirigeant le cartel successeur du Nord-Est à travers un réseau complexe de fonctionnaires corrompus. Ces chefs de cartel partageaient un trait commun. Ils croyaient que leur pouvoir les rendait intouchables. Ils ont construit des bunkers cachés, maintenu des armées d'hommes armés et corrompu des fonctionnaires à tous les niveaux. Leurs organisations fonctionnaient comme des gouvernements de l'ombre, collectant des impôts, appliquant des lois et même fournissant des services sociaux dans des communautés négligées. Leur extradition vers le sol américain marque la fin d'une époque.
Ces rois vieillissants font maintenant face au système judiciaire américain avec ses peines plus sévères et ses privilèges restreints. Pour Quintero, qui pourrait faire face à la peine de mort, c'est un chapitre final qui boucle la boucle de son histoire, mourant potentiellement pour le même crime qui l'a rendu célèbre il y a près de 4 décennies. La chute de ces titans des cartels a créé un vide de pouvoir dangereux. Des dirigeants plus jeunes et plus volatiles se battent maintenant pour le contrôle, souvent avec moins de discipline et une violence plus indiscriminée que leurs prédécesseurs. La royauté narco peut être tombée, mais le royaume sanglant qu'ils ont construit continue de prospérer entre de nouvelles mains. Des rois des cartels à des ennemis terroristes, mais qu'est-ce qui rend cette désignation mortelle? Le monde souterrain des cartels mexicains a changé à jamais le 20 janvier 2025. D'un trait de plume, le président Trump a signé un décret déclarant ces organisations criminelles une menace pour la sécurité nationale au-delà du crime organisé traditionnel. Ce n'était pas que des mots sur papier, c'était une déclaration de guerre qui a tout changé du jour au lendemain. D'ici le 19 février, 8 groupes criminels d'Amérique latine sont apparus dans le registre fédéral en tant qu'organisations terroristes étrangères. Parmi eux se trouvaient les cartels les plus puissants du Mexique, le cartel de Sinaloa et le cartel Jalisco Nouvelle Génération. Cette classification les place dans la même catégorie juridique qu'ISIS et Al-Qaïda. Les implications sont énormes. En vertu de la loi américaine, fournir un soutien matériel à des organisations terroristes désignées entraîne des peines pouvant aller jusqu'à 20 ans de prison. Cela a jeté un filet beaucoup plus large sur les opérations des cartels. Toute personne payant de l'argent de protection, transportant des marchandises ou même des membres de la famille envoyant de l'argent pourrait potentiellement faire face à des accusations de terrorisme. Le cas de María del Rosario Navarro Sánchez illustre cette nouvelle réalité. Cette Mexicaine de 39 ans est devenue la première personne inculpée en vertu de ces nouvelles désignations. Selon l'acte d'accusation non scellé, elle a fourni des grenades au CJNG et a aidé à faire passer clandestinement des migrants, des armes à feu, de l'argent et des drogues. Les autorités fédérales ont fièrement présenté leurs preuves, y compris un fusil d'assaut AR-15 doré surnommé El Dorado, trouvé en sa possession lors de son arrestation au Mexique. Ces désignations terroristes confèrent aux agences de renseignement des États-Unis des pouvoirs de surveillance élargis. Des drones survolent désormais régulièrement les territoires soupçonnés d'être contrôlés par les cartels au Mexique. Il ne s'agit pas de drones commerciaux, mais de plateformes de surveillance de qualité militaire capables de suivre les mouvements, d'intercepter les communications et de localiser les bunkers et laboratoires cachés. Les cartels ont réagi en s'enfonçant davantage sous terre, littéralement. Des bunkers sophistiqués sont devenus une infrastructure essentielle des cartels. Ce ne sont pas de simples cachettes. Les bunkers modernes des cartels disposent de murs en béton armés, de systèmes de ventilation avancés, de tunnels d'évacuation d'urgence et d'équipements de communication capables de résister aux raids gouvernementaux. Dans l'État de Sinaloa, les autorités ont découvert un complexe de bunkers sous une ferme apparemment ordinaire. L'entrée était dissimulée sous un abreuvoir qui se déplaçait d'une simple pression sur un bouton. À l'intérieur, ils ont trouvé des quartiers de vie, des stocks d'armes et un centre de commandement avec plusieurs systèmes informatiques et téléphones satellites. Le complexe comprenait même une infirmerie pour soigner les membres blessés du cartel, loin des hôpitaux publics où ils pourraient être signalés. Le CJNG a construit des fortifications similaires dans l'État de Jalisco. Leurs bunkers sont souvent reliés à des systèmes de tunnels permettant des évasions rapides sur de grandes distances. Un tunnel découvert s'étendait sur près d'1 mile, émergeant dans une maison sûre située à plusieurs quartiers de son entrée. Ces bunkers servent à plusieurs fins au-delà de la simple dissimulation des dirigeants. Ils fonctionnent comme des lieux de réunion sécurisés, des entrepôts pour les drogues et l'argent liquide, des cellules de détention pour les victimes d'enlèvement et des positions de repli d'urgence lors des opérations gouvernementales. Certains servent même de laboratoire de production de fentanyl, gardant le processus de fabrication mortelle caché des autorités et des organisations rivales.
Mais la désignation terroriste a rendu ces bunkers moins sûrs. La technologie de renseignement des États-Unis peut détecter des signatures thermiques inhabituelles, suivre les mouvements d'approvisionnement suspects et surveiller les communications révélant l'emplacement des bunkers. Le partage d'informations entre les autorités américaines et mexicaines s'est considérablement amélioré sous la menace des tarifs de Trump, conduisant à des raids plus précis. Ce nouveau cadre juridique a créé une pression sans précédent sur les opérations des cartels, alors que les cachettes traditionnelles deviennent vulnérables à une surveillance renforcée et que les conséquences juridiques deviennent plus sévères. Les organisations criminelles du Mexique font face à une menace existentielle sans précédent dans leur histoire. Avec les étiquettes de terroristes et les bunkers exposés, comment le Mexique a-t-il répondu à l'ultimatum de Trump? Le temps pressait pour le Mexique. Avec l'échéance du tarif de 25% de Trump approchant rapidement, la présidente Claudia Sheinbaum faisait face à un cauchemar économique. La solution est venue sous la forme d'une opération dramatique avant l'aube qui a stupéfié le monde. En une seule journée, le Mexique a rassemblé 29 barons de la drogue emprisonnés dans des établissements à travers le pays et les a embarqués dans des avions à destination de 8 villes différentes des États-Unis. Ce n'était pas une procédure standard. En général, le Mexique extrade les prisonniers individuellement après de longs processus juridiques. Les extraditions de masse sont extrêmement rares et 29 d'un coup étaient sans précédent. L'ancien chef des opérations de la DEA, Mike Vigil, l'a qualifié d'« historique », un signe clair du désespoir du Mexique pour éviter une punition économique. L'opération a nécessité une précision militaire. Des prisonniers de haute sécurité ont été extraits de différentes prisons simultanément pour empêcher les Alliés d'organiser une résistance. Ils ont été transportés sous haute sécurité vers des aérodromes militaires où des avions américains les attendaient. La logistique a été compliquée par la nécessité de répartir les prisonniers dans différentes juridictions en fonction de leurs accusations en suspens aux États-Unis. Cette extradition de masse représentait un changement radical dans la politique mexicaine. Sous l'ancien président López Obrador, la coopération avec les forces de l'ordre américaines s'était considérablement détériorée. AMLO avait restreint les opérations de la DEA au Mexique après que les autorités américaines eurent arrêté l'ancien ministre de la Défense, Salvador Cienfuegos Zepeda, à Los Angeles pour des accusations de trafic de drogue en 2022. Bien que les États-Unis aient finalement renvoyé Cienfuegos au Mexique, l'incident a gravement endommagé la confiance bilatérale. Sheinbaum a hérité de cette relation tendue, ainsi que du problème des cartels du Mexique. Elle prévoyait initialement de poursuivre l'approche « des câlins, pas des balles » d'AMLO, qui se concentrait sur la lutte contre la pauvreté et les facteurs sociaux, plutôt que sur la confrontation avec les cartels. Mais la menace tarifaire de Trump l'a forcé à agir. Une taxe de 25% sur les exportations mexicaines dévasterait une économie où 80% des exportations vont aux États-Unis. Les extraditions sont survenues pendant une période cruciale. Une délégation mexicaine de haut niveau, comprenant le secrétaire aux Affaires étrangères Juan Ramón de la Fuente, était à Washington pour rencontrer le secrétaire d'État américain Marco Rubio. Le timing était délibéré, une démonstration de bonne foi lors de négociations visant à prévenir une catastrophe économique. En coulisses, des efforts diplomatiques frénétiques étaient en cours. Les responsables mexicains ont proposé une série d'actions coordonnées pour lutter contre le trafic de drogue, en particulier la production de fentanyl. Les États-Unis voulaient des résultats visibles et immédiats, et l'extradition de masse a fourni exactement cela. Pour le Mexique, le risque allait au-delà de l'économie. Le système carcéral du pays repose sur un équilibre précaire, où les chefs de cartel incarcérés continuent souvent de diriger leurs organisations depuis leurs cellules. Les frères Trevino Morales, par exemple, dirigeaient le cartel du Nord-Est depuis leur prison. Le retrait simultané de 29 figures majeures a créé des vides de pouvoir dangereux, pouvant déclencher des violences. Les extraditions ont également révélé la réalité complexe du système judiciaire mexicain. Nombre de ces prisonniers étaient en détention au Mexique depuis des années,
en attente d'une demande d'extradition des États-Unis. La demande d'extradition de Rafael Caro Quintero, par exemple, était bloquée au ministère mexicain des Affaires étrangères depuis sa recapture en 2022. Le traitement soudain de ces transferts longtemps retardés a mis en lumière le fait que ce sont souvent des considérations politiques, plutôt que juridiques, qui déterminent les résultats. Pour les familles des victimes des cartels, ces extraditions ont suscité des émotions mitigées. Le transfert de Caro Quintero a été particulièrement significatif pour le personnel de la DEA, qui attendait depuis des décennies de le voir répondre à la justice américaine pour le meurtre de l'agent Camarena. Le directeur par intérim de la DEA, Derek Maltz, a qualifié ce moment de extrêmement personnel pour toute l'agence. Ce pari semble avoir porté ses fruits, du moins temporairement. Trump a annoncé une suspension de 30 jours des tarifs douaniers menaçants, accordant aux deux pays un délai pour élaborer un plan de sécurité plus global. Mais ce sursis s'est accompagné de conditions. Le Mexique a accepté de déployer davantage de troupes à ses frontières et d'intensifier les opérations contre la production de fentanyl. 29 criminels ont été échangés contre des milliards de dollars de commerce. Qui a gagné cette confrontation? L'appel téléphonique matinal entre Trump et Sheinbaum, ce vendredi critique, a marqué le point culminant de semaines de négociations tendues. D'un côté, une présidente mexicaine nouvellement investie, confrontée à une catastrophe économique potentielle. De l'autre, un président américain de retour, déterminé à tenir ses promesses de campagne concernant la sécurité des frontières et la crise du fentanyl. Les enjeux ne pouvaient pas être plus élevés. Trump n'a pas attendu. Quelques jours seulement après son retour à la Maison-Blanche, en janvier 2025, il a menacé d'imposer des tarifs douaniers massifs sur toutes les importations mexicaines, une relation commerciale de 400 milliards de dollars. Ses exigences étaient claires: sévir contre les cartels de drogue, stopper les flux migratoires et mettre fin à la production de fentanyl. Le message était simple: livrer des résultats ou payer le prix économique. Pour Sheinbaum, le moment ne pouvait être pire. À peine quelques mois après le début de sa présidence, elle a hérité d'une crise sécuritaire avec des niveaux de violence records. Le Mexique a enregistré plus de 30 000 homicides rien qu'en 2024. Les cartels contrôlaient de vastes territoires et la stratégie de son prédécesseur, des câlins, pas des balles, avait échoué à faire baisser l'effusion de sang. Elle faisait désormais face à une pression extérieure menaçant de faire dérailler l'économie du pays. Le drame diplomatique s'est déroulé sur plusieurs fronts. À Washington, une délégation mexicaine dirigée par le ministre des Affaires étrangères, Juan Ramón de la Fuente, a rencontré le secrétaire d'État américain, Marco Rubio. Parallèlement, des responsables de la sécurité des deux pays ont mené des sessions marathon pour définir des actions concrètes susceptibles de satisfaire les exigences de Trump. La stratégie de Sheinbaum était calculée. Tout en dénonçant publiquement toute invasion de la souveraineté mexicaine, elle a simultanément fait preuve de volonté de coopération. Cet exercice d'équilibre délicat visait à satisfaire à la fois son opinion publique, opposée à toute intervention étrangère, et les demandes des États-Unis pour une action immédiate contre les cartels et la migration. En coulisses, les négociations tournaient autour d'indicateurs précis. Les États-Unis voulaient des réductions vérifiables des passages à la frontière, une augmentation des saisies de fentanyl et des actions décisives contre les chefs de cartel. Le Mexique, de son côté, a contesté les délais, arguant que des résultats durables nécessitaient des stratégies à long terme plutôt que des solutions rapides. La percée est survenue lorsque Sheinbaum a proposé de déployer 10 000 soldats supplémentaires à la frontière entre le Mexique et les États-Unis. Cette mesure concrète a permis de gagner un temps précieux, Trump annonçant in extremis la suspension des tarifs jusqu'au 4 mars. Le sursis de 30 jours a ouvert la voie à l'extraordinaire vague d'extradition qui a suivi. Mais Sheinbaum s'est révélée être elle-même une négociatrice habile. En échange de la coopération mexicaine, elle a obtenu des concessions importantes de l'administration Trump. La plus notable,
Les États-Unis ont accepté de s'attaquer aux flux d'armes puissantes en provenance du territoire américain vers le Mexique, une plainte de longue date que les administrations précédentes avaient largement ignorée. La question des armes est cruciale. Les autorités mexicaines estiment que plus de 70% des armes récupérées sur les scènes de crime au Mexique proviennent des États-Unis. Et il ne s'agit pas seulement de pistolets, mais de fusils d'assaut de type militaire et d'armes lourdes qui confèrent aux cartels leur puissance de feu. En obtenant de Trump la reconnaissance de ce problème, Sheinbaum a marqué un point diplomatique important auprès de son public national. Les négociations ont également débouché sur la création d'une task force conjointe sur le fentanyl, incluant des responsables de la santé des deux pays, élargissant ainsi l'approche au-delà des seules mesures sécuritaires. Cela a permis à Sheinbaum de maintenir une certaine continuité avec l'approche de santé publique de son prédécesseur, tout en prenant les mesures répressives exigées par Trump. La couverture médiatique dans les deux pays reflétait des récits concurrents. Les médias américains insistaient sur les concessions du Mexique en matière d'extradition et de sécurité frontalière. Les publications mexicaines mettaient en avant le succès de Sheinbaum à éviter les tarifs douaniers et à obtenir des engagements américains contre le trafic d'armes. La réalité est plus nuancée. Le sursis de 30 jours représente une trêve temporaire plutôt qu'une solution permanente. Les deux présidents peuvent revendiquer des victoires à court terme, mais les problèmes fondamentaux subsistent. Le problème des cartels au Mexique ne sera pas résolu en extradant 29 criminels, quelle que soit leur notoriété, et la menace économique des tarifs douaniers continue de peser sur les relations bilatérales. Pour Sheinbaum, le défi est de transformer ce succès momentané en une stratégie de sécurité durable qui satisfasse à la fois les électeurs nationaux et les partenaires internationaux. Pour Trump, la question est de savoir si ces concessions mexicaines suffiront à montrer des avancées concrètes sur ses promesses de campagne concernant la sécurité aux frontières et la crise du fentanyl. Les présidents négocient une paix temporaire, mais les cartels ont-ils déjà un coup d'avance? La capture des narcotrafiquants les plus notoires du Mexique marque simplement la dernière phase d'une évolution criminelle qui s'étend sur plusieurs décennies. Les cartels mexicains se sont transformés d'opérations simples de contrebande de drogue en organisations paramilitaires sophistiquées disposant de la puissance de feu nécessaire pour défier les gouvernements. Cette évolution reflète leur remarquable capacité d'adaptation face aux menaces changeantes. Dans les années 1980, les cartels mexicains agissaient principalement comme intermédiaires pour la cocaïne colombienne. Lorsque les autorités américaines ont fermé les routes de contrebande des Caraïbes utilisées par les cartels de Medellín et de Cali, les organisations mexicaines ont saisi l'opportunité. Des groupes comme le cartel de Guadalajara, dirigé notamment par Rafael Caro Quintero, sont passés du rôle de coursier à celui de grossiste. En 2007, ils contrôlaient environ 90% de la cocaïne entrant aux États-Unis. Le modèle économique a évolué en parallèle de leurs produits. Bien que la cocaïne reste rentable, les cartels se sont diversifiés dans la production de méthamphétamine, la culture de marijuana et plus récemment la fabrication de fentanyl. Cet opioïde synthétique nécessite peu d'espace pour sa production, génère d'énormes profits et ne requiert aucune base agricole, ce qui en fait la drogue parfaite pour des organisations sous pression. Leurs stratégies de contrôle territorial ont également évolué. Les premiers cartels opéraient avec une protection gouvernementale implicite pendant les 70 années de règne du Parti révolutionnaire institutionnel, PRI. Lorsque la démocratie multipartite est arrivée en 2000, les cartels ont perdu leur protecteur politique et ont commencé à défier directement l'État par la violence et la corruption. La décision du président Felipe Calderón en 2006 de déployer l'armée contre les cartels a déclenché une course à l'armement. Les organisations criminelles ont recruté d'anciens militaires et investi dans des armes de niveau militaire. Les États, formés par des déserteurs des forces spéciales mexicaines, ont été les pionniers de cette approche, alliant tactique militaire et brutalité extrême. Les autres cartels ont dû se militariser en réaction.
la structure organisationnelle des cartels a aussi changé. Après que les autorités ont adopté une stratégie dite de décapitation ciblant les chefs, les cartels ont réagi en se fragmentant en cellules plus petites et semi-autonomes. Lorsque Vicente Carrillo Fuentes a été arrêté en 2014, le puissant cartel de Juárez s'est scindé en factions concurrentes. Une fragmentation similaire s'est produite avec l'organisation Beltrán Leiva après la capture de ses dirigeants. Cette fragmentation a eu des conséquences mortelles. Des groupes plus petits se sont livrés à des combats féroces pour le contrôle des territoires, faisant grimper le taux d'homicide au Mexique à des niveaux records. De nouveaux cartels comme celui de Jalisco Nouvelle Génération sont nés de ces fragments, souvent plus violents que leurs prédécesseurs. Le Mexique a enregistré plus de 460 000 homicides depuis 2006, dont environ la moitié imputable à la violence des cartels. La technologie a révolutionné les opérations des cartels. Ils utilisent aujourd'hui des communications cryptées, des drones pour la surveillance, les réseaux sociaux pour l'intimidation et un blanchiment d'argent sophistiqué via les crypto-monnaies. Le cartel de Sinaloa utilise des drones pour surveiller les mouvements des forces de l'ordre et larguer des explosifs sur leurs rivaux. Pendant ce temps, le CJNG entretient une présence en ligne sophistiquée, publiant des vidéos professionnelles de ses convois armés. Leur contrôle territorial est passé de la simple maîtrise des routes de la drogue à l'établissement d'États parallèles. Dans des régions comme le Michoacán, le Tamaulipas et le Sinaloa, les cartels collectent des impôts, rendent la justice, offrent des emplois et même des services sociaux. Ce rôle de gouvernance les rend résistants aux approches purement sécuritaires. Les réponses communautaires ont évolué en parallèle. L'essor des groupes d'autodéfense civile, appelés autodefensas, reflète l'échec du gouvernement à protéger les citoyens. Dans des États comme le Michoacán et le Guerrero, des agriculteurs et commerçants ont formé des milices pour combattre les cartels. Ces groupes ont obtenu certains succès, mais ont aussi été confrontés à la corruption et à des abus des droits humains. La dernière évolution en date concerne l'expansion internationale. Les cartels mexicains opèrent aujourd'hui dans au moins 50 pays en Amérique, en Europe, en Afrique et en Asie. Le cartel de Sinaloa a des représentants en Australie chargés de la distribution, tandis que le CJNG a établi des opérations à travers toute l'Europe. Cette mondialisation les protège des perturbations sur un seul marché. Les stratégies gouvernementales ont évolué avec moins de succès. De l'approche militaire de Calderón à la politique des câlins, pas de balles de López Obrador, aucune stratégie n'a significativement réduit le pouvoir des cartels. Les récentes extraditions sous Sheinbaum représentent une tentative de capitaliser sur les approches précédentes tout en répondant aux pressions américaines. Le champ de bataille du futur est de plus en plus numérique et chimique. Les cartels investissent dans les capacités cyber pour protéger leurs communications et leurs réseaux financiers. Ils perfectionnent aussi la production de drogues synthétiques comme le fentanyl, qui nécessite moins de personnes et une infrastructure moins visible que les drogues traditionnelles. Cette évolution constante pose un défi profond au gouvernement. À mesure que les cartels s'adaptent plus rapidement que les stratégies des forces de l'ordre, la question devient: les approches traditionnelles de répression peuvent-elles un jour réussir contre des organisations qui fonctionnent davantage comme des entreprises évolutives que comme des groupes criminels statiques? Pour les narcotrafiquants les plus redoutés du Mexique, se cacher sous terre n'était pas une protection. C'était le début de la fin. Merci d'avoir regardé. Pendant que vous êtes encore là, cliquez sur le lien à l'écran pour découvrir une autre de nos vidéos. À tout de suite.